Bienvenue au cœur de Las Vegas pour le Consumer Electronics Show, le CS 2026. On est vraiment plongé dans le plus grand salon high-tech du monde. Ah oui, c'est un tourbillon. Le reportage de la chaîne Monde Numérique nous y emmène directement. C'est un mélange de monde, de bruit, de lumière, un véritable aperçu du futur. C'est ça le CES, un chaos fascinant. Et notre objectif, c'est de trouver un peu le signal dans tout ce bruit. Au-delà des milliers de gadgets qui clignotent partout, on va essayer de creuser, de voir ce qui se cache vraiment derrière les annonces. De trouver les vraies tendances. Voilà. On va chercher ensemble les tendances de fond, celles qui vont vraiment dessiner notre quotidien de demain. Exactement. Et en regardant le reportage, il y a une idée qui m'a sauté aux yeux. On dirait que la grande quête, c'est de faire disparaître la technologie, de la rendre invisible, de la fondre dans le décor. Oui, tout à fait. Et le meilleur exemple pour commencer, je pense, c'est ce qui se passe avec les écrans de télévision. Ah oui, là c'est le point de départ parfait. LG a présenté son Wallpaper TV et franchement, le nom dit tout. C'est un téléviseur qui a à peine l'épaisseur d'un stylo. C'est dingue. Et il se fixe au mur avec des aimants, c'est ça? Comme un poster. Exactement. Et le plus fou, c'est ce que tu ne vois pas. C'est-à-dire? Il n'y a aucun câble qui en sort. Zéro. Ah oui, mais comment c'est possible? C'est là que la magie opère. Il est totalement wireless. Toute la connectique, les prises HDMI, l'alimentation, tout est déporté dans un petit boîtier. Un boîtier que tu peux cacher n'importe où dans la pièce. D'accord. Donc l'écran n'est plus un objet technique en soi. C'est juste une surface d'image. C'est ça. C'est l'aboutissement de cette quête de l'épure totale dont tu parlais. La technologie s'efface pour ne laisser que l'expérience. Et l'expérience, bien sûr, c'est la qualité de l'image. Le reportage insiste beaucoup sur une nouvelle norme qui s'est généralisée cette année, le RGB Mini LED. Ça sonne très technique, ça. Oui, mais en fait, c'est assez simple à comprendre. Alors, explique-nous, qu'est-ce que ça change pour la personne qui regarde son film? Alors, pour faire simple, avant, on avait des LED blanches qui éclairaient des filtres de couleurs. Maintenant, chaque mini LED contient directement les 3 couleurs primaires. Rouge, vert, bleu. On a enlevé des couches, en fait. D'accord. Et concrètement, l'image est meilleure. Beaucoup meilleure. Pour la personne qui regarde son film, ça veut dire que dans une scène dans l'espace, par exemple, le noir sera vraiment noir. Et les étoiles ne baveront plus sur le fond. C'est un gain de réalisme qui change vraiment la donne. Et c'est devenu un standard d'ailleurs. Toutes les grandes marques s'y sont mises. Samsung, Sony, Hisense. Et tout le monde y est. Et en parlant de Samsung, comme d'habitude, ils ne pouvaient pas s'empêcher de faire dans la démesure. C'est la tradition du CES. Leur clou du spectacle, c'est un téléviseur micro RGB de 130 pouces. 130 pouces, ça fait combien ça, hein? Ça fait 3,30 m de diagonale. À ce stade, c'est plus une télé, c'est un mur qui s'anime. C'est une pure démonstration de force. Ce qui est fascinant, c'est qu'on a ces écrans géants qui cherchent à remplir notre champ de vision, et en même temps, il y a l'approche inverse. Ne pas agrandir l'écran, mais le coller à nos yeux. Et on arrive à la deuxième grande tendance du salon, les lunettes connectées. Exactement. Là, on sent qu'on a dépassé le stade du gadget, de l'expérimental. La technologie devient sérieuse et elle se divise en 2 grandes familles. Lesquels? D'un côté, les lunettes écran de cinéma pour s'isoler et regarder un film. Et de l'autre, les vraies lunettes, intelligentes, avec de la réalité augmentée. C'est-à-dire qui superposent des infos à notre vision. Un itinéraire, une traduction. C'est ça. Mais le reportage pointe un défi majeur qui reste le même depuis des années, l'autonomie, la batterie. Pour que ça marche, il faut couper le cordon avec le smartphone, tout intégrer dans les branches. Mais est-ce que c'est vraiment ça, le seul obstacle? Moi, je me demande si le vrai défi, il n'est pas plutôt social. Ah, c'est une excellente question. On voit le design des Ray-Ban Meta. Mais est-ce qu'on est prêt à parler à quelqu'un qui a un petit écran allumé sur le côté du visage? L'obstacle est peut-être moins dans la batterie que dans notre acceptation, non? C'est un très bon point. La technologie court devant, mais les usages, l'acceptation sociale, ça suit beaucoup plus lentement. En attendant, les ingénieurs planchent sur la miniaturisation. On a vu le prototype des Renault X3 Pro. Oui, Ils tentent d'intégrer une connectivité directement dans les branches en utilisant la technologie eSIM, qui est minuscule. Les branches sont encore un peu larges, mais on est très loin des protos monstrueux qu'on voyait il y a quelques années. et à l'autre bout, on a un produit bien plus abouti, les Ray-Ban Meta Display. Le design est plutôt réussi, je trouve, hein. Oui, et surtout, l'expérience a l'air bien pensée. L'écran est déporté sur le côté pour pas être trop intrusif et la navigation se fait avec des gestes de doigts via un bracelet.
C'est subtil. Et ils ont annoncé de nouvelles fonctions en plus. Oui, et ça montre bien le potentiel. La navigation piétonne, bon, pour l'instant juste aux États-Unis, et surtout une fonction de téléprompteur. Ah, ça c'est malin. Un texte qui défile discrètement dans tes vers pendant que tu fais une présentation. C'est un cas d'usage très concret pour plein de professionnels. Oui, mais il y a un mais. Et il est de taille. Le reportage précise que leur commercialisation est suspendue en France et en Europe. C'est un peu la douche froide, oui. Pourquoi? C'est le grand rappel à la réalité du CES. On peut avoir la meilleure technologie du monde. Si derrière il y a des problèmes de production, de logistique ou même de réglementation, le produit n'arrive pas jusqu'à nous. Ça montre que l'innovation, c'est aussi cette partie-là beaucoup moins glamour. Donc on a cette technologie qui veut se fondre dans nos murs avec les télés, ou sur notre visage avec les lunettes. Et cette même idée d'intégration, de service invisible, on la retrouve puissance 1000 dans la maison connectée. Oui, là on assiste à un vrai changement de paradigme. Le reportage montre bien qu'on ne parle plus seulement de domotique, avec des objets qui communiquent de façon un peu basique. Non, maintenant on parle On parle d'un super cerveau IA, un AI agent comme ils disent, qui pilote toute la maison. On nous vend le mythe du frigo qui sait ce qu'il manque pour le dîner depuis 20 ans. Est-ce qu'on y est enfin? Ou c'est encore du marketing chatou? Le frigo, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est encore un argument de vente, mais la vraie avancée, elle n'est pas là. La nouveauté, c'est l'anticipation. L'anticipation. Oui. L'IA de iSense, par exemple, elle se contente pas de réagir quand tu lui demandes de baisser le chauffage. Elle analyse tes habitudes, la météo, le coût de l'énergie en temps réel, pour optimiser la consommation, sans même que tu y penses. Donc la meilleure interface, c'est pas d'interface du tout. Exactement. C'est fascinant cette promesse d'un futur sans friction. Mais le reportage nous rappelle avec humour le décalage avec le présent. Au milieu de ce temple de la tech, le reporter raconte qu'il a dû finir dans un magasin FedEx. Oui, j'ai adoré ce passage. Juste pour trouver un simple câble USB. La promesse est là, mais la réalité est parfois beaucoup plus triviale. C'est le paradoxe du CES. Et le reportage le montre bien avec cette image géniale. Au milieu de ce déluge d'IA et des écrans qui proposent des recettes, on voit des vrais cuisiniers, en chair et en os, qui font simplement des crêpes. Ça nous ramène sur Terre. Et cette intelligence, elle s'incarne aussi dans des objets qui bougent, les robots. On connaissait les aspirateurs, mais là aussi ça évolue. Oui, on voit apparaître des aspirateurs rangeurs. Des aspirateurs rangeurs. C'était une curiosité l'an dernier, c'est une tendance confirmée cette année. L'idée, c'est de leur donner plus de polyvalence. Grâce à un petit bras articulé télescopique, le robot peut ramasser une chaussette qui traîne ou un jouet avant de passer l'aspi. D'accord. Et ce bras sert aussi à mieux nettoyer, si j'ai bien compris. C'est ça? Avec une petite brosse au bout, il peut aller aspirer la poussière dans les coins ou le long des plinthes, là où le corps rond du robot peut pas aller. La technologie est encore balbutiante, mais l'intention est claire. On va vers des robots domestiques multitâches. Bon, et puis il y a le fantasme ultime, le robot humanoïde. On en voit partout dans les reportages, le concept semble se banaliser. Oui, il y en a beaucoup. Mais quand on regarde de plus près, c'est pas encore tout à fait ça. C'est le moins qu'on puisse dire. La réalité est beaucoup moins glamour que la science-fiction. La principale difficulté, encore aujourd'hui, c'est de les faire tenir debout et marcher sans tomber. Ah oui? Les exemples dans la vidéo sont assez crus. On voit un robot qui a besoin de 2 personnes pour être animé. Une qui le pousse et l'autre qui le télécommande. Donc pour remplacer une personne qui ferait le ménage, il faut 2 ingénieurs pour pousser le robot. Le calcul n'est pas encore bon. Le ratio n'est pas optimal, non. Un autre est présenté comme un gros jouet, qui pourrait à la limite servir à transporter des cartons pendant un déménagement. On est encore très très loin de l'assistant autonomé intelligent. Mais il y a une autre approche qui est peut-être plus intéressante à court terme. Ce ne sont pas les robots qui font, mais des robots qui sont. Des robots compagnons. Oui, l'exemple de TCL avec son robot Amy est frappant. Il ressemble à quoi? Il ressemble à un gros œuf sur roue, avec le petit robot à l'intérieur. Et son but est purement ludique et social. Il ne rangeait rien, il ne nettoie rien. Son objectif, c'est d'interagir, de discuter, de partager des émotions. On passe de la fonction à l'affect. Et ce n'est pas qu'une simple curiosité, c'est un vrai marché en devenir. Tout à fait. Les grands opérateurs télécoms sont convaincus que la robotique de compagnie va devenir un marché commercial majeur. Et ils ont une stratégie. Oui, la stratégie semble assez claire. D'abord la Chine, où ce genre de produit est déjà très populaire, puis l'Amérique du Nord et enfin l'Europe. Des acteurs comme TCL se positionnent déjà pour être les leaders de demain. De la maison à la route, il n'y a qu'un pas. Au CS, qui est devenu un vrai salon de l'auto,
Et là, l'alliance qui a fait parler, c'est Sony et Honda. Ah oui. Je me souviens qu'en 2020, quand Sony avait présenté un concept de voiture, tout le monde était perplexe. C'est vrai, et pourtant, 6 ans plus tard, le projet est là. Bien réel, avec ce véhicule, la Fila, c'est l'incarnation parfaite de la fusion entre la tech et l'automobile. Elle est bourrée de capteurs, de caméras. Une connectivité permanente et même la possibilité d'une prise de contrôle à distance. Sony apporte son savoir-faire dans l'électronique, l'image, le son, et Honda apporte un siècle d'expertise industrielle. Mais ils arrivent sur un marché qui est déjà incroyablement encombré, non? Surtout avec la montée en puissance des constructeurs chinois. Ça va être dur de se faire une place. Le défi est immense. Ils parient sur une expérience utilisateur hyper premium pour se différencier. Mais la bataille sera rude, c'est certain. Et à côté de ces voitures, le salon montre aussi la tendance de la mobilité douce. Oui, il y a des vélos, des scooters, des motos électriques partout. Du petit scooter au look rétro à la moto de cross électrique. C'est le signe que la mobilité urbaine est devenue centrale. Et puis il y a les projets plus futuristes. Comme le drone de transport personnel. Oui, l'engin à 6 hélices. Mais le détail savoureux, c'est qu'il est présenté au sol. Interdiction de le faire voler dans le salon. Ça résume bien le décalage entre la vision et la réalité. Un peu comme le Vegas Loop de Tesla, non? C'est un peu la même histoire, oui. Ce réseau de tunnels sous le Convention Center, pour les visiteurs, c'est pratique, c'est gratuit pour aller d'un hall à l'autre, mais on est loin du projet initial d'Elon Musk. Il avait promis quoi déjà? Des navettes autonomes à haute vitesse. Et au final, on a des Tesla conduites par des humains, dans des embouteillages souterrains. Le futur est là, mais il n'est pas toujours celui qu'on nous avait promis. Pour finir, il y a une innovation un peu à part qui m'a marqué. Le concept de AC Future, ces maisons transportables. Ah oui, les mobilhomes du futur. C'est un concept très américain dans l'âme. Mais c'est hyper design et bourré de technologie. La maison se déplie pour passer de 17 à 27 mètres carrés. Et elle gère son énergie intelligemment en plus. On peut imaginer des usages en Europe, non? Oui, bien sûr, comme un logement temporaire de grande qualité, pendant la construction de sa maison par exemple. Alors, si on essaie de prendre un peu de hauteur sur tout ce qu'on vient de voir, quelles sont les grandes lignes de force qui se dégagent de ce CES 2026? Je dirais qu'il y en a 3 principales. La première, c'est que l'intelligence artificielle n'est plus un gadget. Elle devient vraiment le système nerveux central de notre environnement technologique, de la maison à la voiture. La deuxième, c'est cette idée dont on a parlé au début. Les interfaces se rapprochent de nous. La technologie veut soit disparaître dans les murs, soit se coller à notre corps. Avec les lunettes connectées comme fer de lance de cette tendance, oui. Et la troisième? Et la troisième, c'est que la robotique, même si c'est encore balbutiant, avance sur 2 jambes. D'un côté, la quête du robot fonctionnel, multitâche, de l'autre, et c'est peut-être le plus surprenant, l'émergence du robot social, affectif. Même si le chemin est encore très très long. Très long, mais la direction est prise. Tout à fait. Et ça nous amène à une question de fond pour conclure. Avec toutes ces technologies qui cherchent à anticiper nos besoins, à nous parler, la question n'est peut-être plus seulement de savoir ce que la technologie peut faire pour nous, Mais plutôt de savoir comment nous, on va redéfinir notre relation avec elle. Quand un robot compagnon comme ami nous parle et semble partager des émotions, à qui ou à quoi parlons-nous vraiment? C'est peut-être ça le vrai vertige du futur qui se dessine ici, à Las Vegas.